Hello, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien reposés de ce week-end assez occupé hein, quand même en course auto. On a eu de la F1, on a eu de la F2, on a eu de la F3, on a eu de la F4 française aussi évidemment, ce qui était évidemment le point d'orgue le point d'orgue de ce week-end, hein, je vous connais. Donc oui, on est parti aujourd'hui pour un petit live assez chill quand même, pour faire un petit débrief sur le week-end de Monaco évidemment, et aussi de week-end de Barcelone, pardon, qu'est-ce que je raconte, le week-end de Barcelone, et aussi plus généralement sur le débrief de mi-saison un peu, puisque on a fait 6 manches sur 13 en F2, et on a fait 4 manches sur 9 en F3, on a fait 4 manches sur 7 en F4 française, donc on est un peu au point où voilà, on est globalement à mi-saison. Merci à Fab77230 pour le follow, et merci à ceux qui sont déjà là présents dans le chat. Évidemment, vous me connaissez, qui dit débrief dit PowerPoint, évidemment. Donc voilà, ça va surtout se focaliser sur la F2, puisque je sais que évidemment c'est le truc qui focalise le plus l'attention, et il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire, rien que sur nos pilotes français, mais pas seulement. Mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire sur Théo Pourchaire, sur Victor Martin, sur Isaac Adjar, malheureusement, sur Clément Novalak, encore plus malheureusement, voilà, mais aussi sur tous les pilotes, sur Oli Berman, Frédéric Vesti, Ayumu Iwasa. On sent qu'il y a, c'est tous des pilotes. Merci Nitram Nitram, mais c'est exceptionnel. Merci énormément. 2 subs offerts, mais tu régales, tu régales. Ah oui, on commence le live comme ça sur des très bonnes bases là quand même. Merci énormément. Vive la Belgique, vive Tommy Smith du coup, vu que c'est pour l'anniversaire de la légende de la F3, Tommy Smith. Euh, Merci, ça fait trop plaisir, super. Bon, écoutez, je dois me remettre, ça m'a déconcentré, voilà, ça m'a déconcentré. Eh ben, écoutez, du coup, je vais très bien, je vais très bien, je suis en train de casser ma chaise, attendez. Je vais très bien, ma chaise part en lambeaux, mais je vais très bien vu qu'on m'a offert des subs et que pour les Français en F2, ça se met en place la saison globalement. Je parle surtout de Victor Martins évidemment, pour Théo Pourchaire, la saison, on va y revenir, mais voilà, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses à dire en tout cas. Et voilà, écoutez, si on va commencer. On va commencer par la Formule 2. Un petit point sur le classement tout d'abord, hein, juste décrire objectivement le classement. Frédéric Vesti est en tête du championnat avec 110 points, donc 11 de plus que notre français national Théo Pourchaire, 99. Puis ensuite on a Ayumu Iwasa un peu plus loin, qui a quand même marqué assez peu de points en fait. Comparé à Vesti et Pourchaire à Barcelone. Donc il a 82 points. Ensuite on a quatrième Oli Berman, qui meilleur rookie, seul rookie d'ailleurs du top 7 au classement, qui remonte fort. 5ème Denis Auger, 6ème Richard Verschoor, toujours régulier. 7ème Enzo Fittipaldi, 8ème Kouchmeini. Alors pour la première fois il a vécu son petit week-end sans. Bon, il y a eu un peu de malchance évidemment, mais il a eu son week-end sans. 9ème Zayn Maloney, 10ème Victor Martins, qui rentre enfin dans ce top 10 au classement grâce à son double podium à Barcelone. 11ème Jehan Daruvala, 12ème Jack Doohan, on y reviendra. 13ème Arthur Leclerc, malheureusement. D'ailleurs, on peut voir que entre la 5ème et la 13e, 14e place, on peut voir que c'est quand même très serré. Ça se tient en une vingtaine de points, donc ça peut basculer très rapidement d'un week-end à l'autre. Hein. Donc voilà, de la 3e à la 13e place, 4e à la 13e place, c'est quand même assez serré. Donc 14e Ralph Boschung, bon, il n'a plus marqué de points depuis Jeddah, donc ça commence à dater. 15e Jack Crawford, 16e Isaac Adjar, là ça commence à piquer quand même. 17e Roman Stanek, 18e Juan Manuel Correa, 19e Clément Novalak avec 2 petits points. 20e Roy Nissany, et enfin nos deux légendes de la Formule 2, 21e Amaury Cordil, 22e Brad Benavides. Bon, voilà, pour ces deux-là, je pense on dira pas grand-chose sur ces deux-là. Lucas PG10 qui nous dit saison nulle, pourquoi j'ai eu confiance en high-tech. Je pense que Isaac il doit peut-être se dire la même chose, saison nulle, pourquoi j'ai eu confiance en high-tech. Non, bon, pour Isaac, puisque écoutez, j'ai pas envie de suivre l'ordre du classement forcément, juste de suivre l'ordre
de suivre le flow du chat. Pour Isaac Hadjar, évidemment, c'est pas la sonnette d'alarme non plus, mais pas loin. Pour la première fois, en fait, il a eu un week-end. Nitra Mitrin, encore. Mais Nitra Mitrin, mais c'est. Ah, c'est tellement contradictoire là, mes émotions. Merci pour les 100 bits. Et par contre, Hadjar clairement finito. Calmos. Mais merci, mais non. Bref, donc Isaac Hadjar 16ème, il a vécu son premier week-end sans. Il a vécu son week-end, voilà, où il est passé à côté, en qualif, en course. Alors, je sais pas d'ailleurs, on a toujours pas vu l'accrochage avec Novalak, dont il a été tenu responsable. Je sais pas vraiment ce qu'il en est, j'ai pas vu d'image de ça. Hein. Donc l'accrochage qui s'est passé au départ de la course principale. Les Isaac et fin 2024, j'en rigole bien en ce moment. Bah moi j'en rigole pas trop. J'en rigole pas trop, non, c'est assez dommage. Après, comme je l'ai dit, voilà, il a 18 points en soi, un week-end parfait, et ça remonte dans le top 6. Hein. Ça remonte dans le top 6 au championnat rapidement. Mais c'est vrai que si on regarde de façon très froide les résultats d'Isaac Hadjar, 20e, 7e, 12e, 9e, 6e, 15e, 11e, 7e, abandon, 12e, 12e, 20e. Bon, voilà. C'est pas fou, mais il faut quand même se le dire qu'il a quand même eu énormément de malchance. Énormément de malchance, rien que je repense évidemment au live qu'on avait fait lors de la course sprint de Monaco où il partait en tête, où il menait très facilement la course et où il a eu un problème mécanique qui n'a jamais été vraiment identifié. A priori, c'est pas Mechachrome selon la communication de la Formule 2, mais voilà, problème mécanique, donc normalement il devrait y avoir déjà une victoire. Non mais, mais non, parce que du coup j'ai jamais eu d'explication officielle, on m'a dit que c'était pas le moteur, mais après voilà, hein, voilà, je n'en sais pas plus. Je n'en sais pas plus. Aussi à Bakou, bon là c'est un peu plus de son ressort, mais il y a eu des petites erreurs, trop brouillon en qualification, alors que ça se voyait qu'il avait le rythme pour taper la pole, voire bon, allez, enfin une première ligne à tout casser. Salut Chocho, merci, j'espère que tu vas bien. J'en étais où? Melbourne, on rappelle que normalement Isaac il fait podium hein, sans Roy Nissany qui le percute. Voilà, il y a aussi des très belles remontées en course comme à Jeddah, comme à Bakou. Voilà, il y a quand même du positif. Malheureusement, dans les points, ça ne se voit absolument pas. Et surtout, le gros problème, au-delà de la malchance, c'est vraiment ce week-end 0 à Barcelone. Va y avoir un mois, il y a presque un mois pour se remettre dans le bain, arrêter cette spirale négative, puisque là c'est vrai que Isaac Hadjar, il y a eu de la malchance, mais il n'y a pas eu de points depuis Bakou, et Bakou c'était il y a quand même longtemps maintenant. Donc voilà. Ah bah t'es nouveau, en tout cas Fab, si tu suis les formules de promotion, j'avoue que t'es au bon endroit normalement. On va parler F2, puis ensuite un peu plus tard F3 et F4 française, même pour les petits jeunes, etc. Mais donc si tu suis les formules de promotion, t'es au bon endroit. Son plus gros problème de Isaac pour moi c'est les qualifications. Bah oui, alors oui, souvent. Souvent, mais il y a quand même Melbourne où il fait une 4ème place en qualif, qui est vraiment pas dégueu. Pas dégueu. Et vraiment, à Barcelone, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas ce qui s'est passé. Week-end noir du début jusqu'à la fin. Là, voilà, il faut se relancer en Autriche. En Autriche, c'est quand même là où il avait fait l'une de ses victoires les plus impressionnantes en Formule 3. L'une de ses victoires les plus impressionnantes en Formule 3, c'était sous la pluie, c'était sur les terres de Red Bull. Voilà, c'était. Voilà, j'espère vraiment que Isaac Hadjar va pouvoir se relancer, car c'est vrai que sa saison part pas très bien. Et c'est vrai que, à moins. Non, non, je pense qu'on peut très raisonnablement tirer un trait pour les espoirs de F1 en 2024. Il n'était pas le favori, hein, loin de là. Il y avait Lawson, Iwasa, Auger qui étaient bien plus favoris en raison de leur expérience. Mais là, bon, voilà, ça va être beaucoup trop compliqué raisonnablement, à moins que Helmut Marko, voilà, sur un coup de tête et sur une fin de saison exceptionnelle d'Isaac, le mette, mais vraiment ça paraît totalement invraisemblable. Et donc Isaac Hadjar aura sûrement besoin d'une deuxième saison, c'est dommage. À voir aussi s'il restera avec Hightech, hein, puisque
Il y a eu des petites erreurs de la part d'Isaac, c'est pas un souci, mais il y a eu quand même pas mal d'erreurs de la part d'Hightech, côté mécanique, côté arrêt au stand. Malheureusement, c'est des erreurs qu'on connaît, on sait que Hightech malheureusement était assez coutumier du fait les années précédentes avec Yuri Vips, avec Marcus Armstrong, etc. Est-ce que Isaac voudra partir? Est-ce qu'il pourra partir aussi? Est-ce qu'il aura d'autres propositions? Bon, voilà, en tout cas, maintenant il faut arrêter, il faut clairement plus penser au championnat pour Isaac et voilà, faire du course par course et vraiment ça doit commencer dès l'Autriche, ça doit commencer, voilà, sur les terres de Red Bull Ring, c'est le meilleur endroit pour se relancer, à la maison pour Red Bull, c'est maintenant. Euh, J'avais vu ton commentaire, j'avais pas réagi tout de suite Vettel Spin, mais le bar préféré de Isaac c'est pas le Barcelone, en tout cas, en effet, ce n'est pas le Barcelone. Euh, Il risque, alors petit écureuil qui nous dit, il risque de se faire virer de la Red Bull Academy si la fin de saison est similaire au début ou pas. En vrai, je pense pas. Je pense pas puisque au vu des déclarations d'Helmut Marko, Isaac Hadjar rentre un peu dans la même catégorie que Dennis Auger par exemple, dans le sens où c'est un chouchou. Helmut Marko, il y a des pilotes qu'il apprécie énormément et il le fait savoir dans les médias. C'est aussi un moyen de mettre la pression sur le pilote et de savoir si ce pilote réagit bien. Mais voilà, par exemple, Denis Auger, il a déjà eu des saisons très compliquées, à la fois en F3, à la fois en F2, il l'a jamais lâché. Actuellement, il est 5ème au championnat en tant que redoublant, c'est bien, mais peut-être qu'il en attendait plus. Bref, en tout cas, il y a plusieurs chances. Helmut Marko est impitoyable avec des pilotes qui l'apprécient pas forcément, ou en tout cas, il n'a pas un coup de cœur particulier pour eux. Pour Isaac Hadjar, il a un coup de cœur, donc je pense que vraiment, je le vois pas partir. Quelle que soit même la fin de saison, à moins qu'il fasse une fin de saison à la Cordille et à la Benavides, mais on en est quand même assez loin, vous le direz. Voilà, Isaac Hadjar il aura le droit à une deuxième saison selon toute vraisemblance. Il pourrait aller chez Carlin, non, Red Bull il place aussi ses pilotes. Vraiment, faut voir, puisque je sais que Isaac Hadjar il a une relation assez particulière avec Hightech depuis la F3, donc voilà, c'est son choix d'y rester. C'est son choix d'y rester. Malheureusement, en F2, Isaac avait réussi à redresser l'équipe Hightech en F3, et je pense qu'il aimerait bien faire ça avec l'équipe F2. Maintenant voilà, c'est peut-être plus compliqué aussi. Pourquoi pas Dams, plutôt solide avec Iwasa? En vrai, ça serait intéressant. Ça serait intéressant. Après, moi, je suis. Alors, c'est peut-être un peu contradictoire avec Pourchère, Martins, qui sont chez ART, mais j'aime pas trop voir des Français dans des équipes françaises. Puisque j'aime bien quand ils apprennent vraiment l'environnement anglo-saxon qui est très particulier, qui est si important pour la F1. D'apprendre voilà, ces techniques de pilotage, de tout ça, cet environnement. J'aime bien que les Français aillent dans des équipes étrangères. C'est pas forcément le cas, voilà, c'est pas forcément été la décision de Théo Pourchère ou de Victor Martins dans leur carrière, mais j'aimerais bien voir Isaac persévérer dans une équipe étrangère et c'est très irrégulier chez Dame, j'ai l'impression. Alors, c'est peut-être irrégulier, mais quand même, on voit que c'est peut-être irrégulier, mais Iwasa, il est 3ème au championnat et il joue le titre. Et que globalement, il y a toujours des points, il y a quand même très souvent des podiums pour Dams. Donc Dams prend vraiment un chemin vers la victoire, vers la rédemption. En tout cas, ils étaient nulle part pendant ces deux dernières années, ils étaient nulle part. Et là, ça commence vraiment à revenir. Tu veux dire que Maloney risque de dégager assez vite de chez Red Bull? Bah, en vrai, non, Maloney il fait une bonne saison. Genre, tu vois, 9ème, 2 podiums, c'est pas fou. Ça fait pas sauter au plafond, clairement, mais non. Par contre, Jack Crawford, qui est 15ème et qui montre une progression par rapport à la F3, vraiment, je pense toujours pas. Red Bull ne mise plus vraiment sur lui. Et je pense que même du côté de la famille Crawford, on mise plus vraiment sur la F1. En tout cas, alors mes sources commencent peut-être à dater, mais je sais que le père de Jack Crawford avait comme projet de créer une équipe d'Indy Light, Indy Next désormais, donc l'antichambre de IndyCar. Ça serait peut-être pour accueillir son fils. Énormément. Oh, merci Maximus7762 pour le sub. Merci énormément de subs. Et wow, ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
On va pas. Alors VT Spin nous dit on va pas refaire le débat, mais c'est là où Théo aurait dû signer en Super Formula pour sortir de sa zone de confort, nouvelle voiture, nouvelle méthode de travail. Ouais, voilà, c'est un. Pour Théo Pourchère, voilà, pour moi il aurait dû faire la Super Formula. C'est quelque chose que je dis à peu près après chaque week-end, sauf à Bahreïn, où j'ai dû me dire ah, peut-être. Merci Nitram Nitram pour les 5 bits. Euh, ça fait vraiment plaisir en tout cas. Mais on reviendra sur Théo Pourchain un peu plus tard. Je voulais parler de l'autre français aussi, dont on entend très peu parler malheureusement, Clément Novalak. 19ème, 2 points, et c'était à la faveur d'une course totalement folle, à Bakou, avec, vous savez, l'énorme crash avec Darouvala qui passe sous la voiture de Victor Martins et tout, enfin c'était n'importe quoi. Malheureusement, Novalak il est derrière Stanek au championnat, il montre pas grand chose, à la fois en qualif, à la fois en course, il est dominé par son coéquipier rookie. Il me fait beaucoup penser à Valtteri Bottas, dans le sens où il est voilà, très en décontraction, dominé par son plus jeune coéquipier. Je sais pas, vraiment Novalak, on l'a perdu hein, depuis la F3, j'ai plus vraiment d'explication. J'ai plus d'explication. J'espère juste qu'il prépare un bon plan B en endurance ou en GT ou voilà, en fait, je comprends pas l'intérêt de persévérer sur une deuxième année de F2 avec Trident. Je sais pas. Merci Benito56 pour le follow. Euh, Clément Novalak, bah, je lui espère une bonne carrière en endurance. J'espère qu'il aura le budget. Ça a l'air quand même d'être un pilote bien soutenu financièrement pour pouvoir s'offrir une deuxième saison de F2 après sa première qui était assez moyenne. Voilà, on sait que Novalak il a du talent, hein, champion de F3 britannique, troisième de F3 en 2021. Il a du talent, c'est juste qu'il n'arrive pas à l'exprimer pleinement. Peut-être qu'il est trop déconcentré, trop décontracté, comme on l'avait dit lors d'un live précédent. Il se dispersait beaucoup sur les réseaux sociaux, sur les podcasts, etc. C'est pas ouais, c'est possible, et ça expliquerait, ça coïnciderait bien avec la perte de performance en tout cas de Clément Novalak. Euh, alors, écoutez, on va enchaîner avec les autres pilotes français hein, du coup. Martins, j'ai peur pour ce pilote, à mon avis top 5 talent en F2 et pas 5ème, mais j'ai l'impression qu'il n'a pas de futur alors qu'il drill douane quand même. C'est difficile. Alors, Victor Martins, il a fait le week-end qu'il fallait au bon moment. Là, à Barcelone, vraiment, c'est génial ce qu'il a fait. 3ème et 3ème, c'est super, donc, enfin, double podium. Des beaux dépassements, des belles remontées. Alors forcément, il est bien aidé par la stratégie un peu alternative, donc de partir en dur et d'avoir des pneus tendres sur la fin pour remonter. Ça fait une fin de course plus spectaculaire. On y reviendra quand on parlera de Théo Pourchère. Mais Victor Martins, voilà, il était 16ème au championnat avant Barcelone. Il avait plus de podium depuis Jeddah. Là, il en met 2 d'un coup. Il intègre le top 10 au championnat. Alors, c'est très symbolique, évidemment, le top 10 au championnat, surtout que ça se joue pour 5 points face à Darouvala. Mais voilà, il est dans le top 10. Il est devant le pilote de réserve officiel Alpine, Jack Doohan, qui n'est que 12ème et qui est assez transparent, en tout cas. Voilà, donc Victor Martins, il a peut-être enfin, il a arrêté sa spirale négative. Alors à Monaco, il y a eu du mieux avec les points, mais voilà, il a failli faucher quand même 2 commissaires. Bon, j'appelais pas ça arrêter une spirale négative. Là, vraiment, à Barcelone, week-end propre du début jusqu'à la fin. En qualification, c'était peut-être l'une de ses pires qualifications, en fait, avec juste une 7ème place en qualification. Mais voilà, il a réussi à faire fructifier ça, à pas faire d'erreur en course, à être propre, intelligent dans ses dépassements, sa gestion de course, sa gestion pneumatique, n'est-ce pas Théo? Donc voilà, dans sa gestion pneumatique. Donc voilà, c'est vraiment très positif. Maintenant, il faut espérer qu'il puisse enchaîner sur les week-ends prochains, car vraiment, on voit que, par exemple, voilà, au championnat, il est à 12 points de la 5ème place. Donc il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire et je pense vraiment que Victor, à terme, il peut être dans le top 5 au championnat. Top 5, voire même peut-être podium. Alors il reste encore 7 manches, hein, il reste encore 14 courses. Mais voilà. Si Doohan ne se réveille pas avant la fin de saison, est-ce que Martins peut prendre sa place de 3ème pilote? Bah, logiquement, oui. Jack Doohan, il mérite sa place de 3ème pilote cette année, dans le sens où
Il avait fait 5e de F2 l'an passé, enfin 5e ou 6e, quelque chose comme ça. Alors que Martins, il était en F3. Donc voilà, Jack Doohan, c'était logique d'être devant Martins dans la hiérarchie d'Alpine. Maintenant, voilà, Jack Doohan, il a beau être plus expérimenté, il est derrière Martins au championnat, et surtout dans l'impression, dans la vitesse pure laissée, Martins est beaucoup plus impressionnant. Donc, normalement, en fin d'année, on verra comment la saison se termine, évidemment, mais je pense qu'il y a moyen que Jack Doohan passe à la trappe ou bifurque sur, je sais pas, avec Alpine peut-être en WEC, alors que Martins pourrait avoir un rôle de troisième pilote avec une deuxième saison de F2. Puisque, on va pas se le cacher, a priori, le titre est toujours jouable mathématiquement, et c'est vrai qu'on a déjà vu des sacrées remontées dans le passé, mais quand même, ça paraît dur de voir Martins jouer le titre. Maintenant, c'est vrai que c'est pas impossible au vu de la vitesse pure qu'il nous a montré en début d'année, c'est pas impossible de voir Victor se battre pour le titre. Je rattrape un peu les messages. Ça, je veux pas être chauvin, mais la comparaison est difficile pour Doohan, ouais, clairement. Après, Doohan, il n'est pas aidé par ses équipiers. Marino Sato l'an dernier, maintenant Amaury Cordil, c'est vrai. Jack Doohan, il est tout seul pour mener l'équipe. C'est le gros problème de Virtuosi qui a toujours, enfin en tout cas qui a depuis les départs de Callum Ilott et Guan Yu Zhou, qui a toujours un très bon pilote et un pilote qui n'a un peu rien à faire là à côté. Donc ça n'aide pas. Jack Doohan ne peut pas apprendre d'un coéquipier plus expérimenté. En fait, ben voilà, c'est le problème. Il est censé être le leader de l'équipe, mais il n'a peut-être jamais vraiment appris convenablement la F2 auprès d'un équipier plus expérimenté, comme Martins le fait avec Pourchaire actuellement, comme Pourchaire l'avait fait avec Lundgaard. Donc c'est vrai que Jack Doohan, peut-être qu'il a jamais vraiment compris totalement la F2. Après, faut quand même pas oublier la saison passée. Hein. Il avait fait une saison passée assez folle avec plusieurs pole positions. Surtout, vraiment, il y avait un rythme en qualification. L'équipe est très mauvaise. Dedeker le montre. Alors ça, c'est de la F4 britannique. C'est vrai que pour Virtuosi, c'est une saison très compliquée. Ça, c'est clair. Oula. Alors Vettel Spin, je vais peut-être pas réagir sur le dernier message. Merci Didou Gaming 023 pour le follow. Bref, que dire. Donc voilà, Victor Martins, la saison est lancée. On peut le dire, voilà, un double podium. Maintenant, il faut confirmer, il faut enchaîner. Il suffit parfois d'un déclic, hein, vraiment, pour lancer une course au titre. Par exemple, je me rappelle, les situations sont assez différentes, c'est vrai, mais Pierre Gasly en 2016, il sort de 2 saisons, voire même peut-être presque 3 saisons sans victoire. 3 saisons sans victoire, et il est toujours rapide, mais il y a toujours un souci. Durant la première moitié de la saison de GP2, Pierre Gasly ne gagne pas. Il n'arrive pas, il fait des podiums, il y a des pôles parfois, mais il y a toujours un problème, de la malchance, un truc mécanique, des erreurs. Il y a beaucoup d'erreurs malheureusement de la part de Gasly. Et à Silverstone, le déclic, la victoire, et ensuite ça enchaîne, Hockenheim, victoire, Spa, Monza, tout ça, machin, ça enchaîne et il gagne le titre. Pour Martins, c'est pas exactement voilà, la même chose, hein, puisque Martins, les victoires, il en a eu en Formule 3, il est champion de F3, voilà, mais il faut un déclic, et j'espère que ce double podium à Barcelone a pu faire ce déclic. Maintenant, c'est un peu dommage en fait que le Red Bull Ring n'arrive que dans presque un mois, puisque il peut pas non plus directement enchaîner là-dessus, mais je pense que c'est juste un détail. En tout cas, j'ai vraiment très hâte de voir la suite de la saison de Victor. Victor a vraiment pas de chance, c'est vrai. Aussi, il a fait des erreurs, ça reste un rookie, mais gros potentiel. Bah ouais, vraiment. En fait, j'ai déjà dit lors de live précédent, mais voilà, Victor Martins, il m'impressionne énormément cette année par sa vitesse pure. C'est vraiment très surprenant toutes les erreurs qu'il a fait, car en F3, en Freca, enfin en Formule Renault les années précédentes, c'était pas un pilote qui faisait des erreurs. C'était pas un pilote non plus qui brillait par sa vitesse pure, mais c'était un pilote qui était toujours là, toujours au rendez-vous, qui marquait toujours les points et qui finissait toujours 5ème au championnat, enfin toujours dans le top 5 minimum au championnat, quelle que soit l'équipe, quelle que soit la voiture, quel que soit son niveau d'expérience. Et je pense vraiment que Martins finira dans le top 5 minimum en Formule 2 malgré son début de saison compliqué.
Écoutez, maintenant qu'on a parlé qu'on a parlé de Victor Martin, on peut passer à son coéquipier. À son coéquipier Théo Pourchaire, deuxième du championnat de Formule 2, vice-champion en titre, on le rappelle, troisième pilote Sauber, enfin Alfa Romeo Sauber. Vous en pensez quoi du week-end de Théo? Car on a vu un Théo excellent, genre vraiment course sprint, vraiment c'est le Théo qui nous fait vibrer, le Théo de Monaco 2021, le Théo de la fin de saison F3 2020. Ton même est propre, hein. Le même est propre et vraiment Vettel Spin, vraiment quali. Maintenant il faut le ressortir dans le bon contexte, puisque là il n'y avait pas vraiment de contexte, j'avoue. Pas compris sa feature race. Alors ouais, on va y revenir. La roue tourne, quoi, elle a dit. Alors, donc, pour refaire le week-end de Théo, course sprint géniale, dont seulement, alors bon, il ne fait que 5ème en qualification, qui est l'une de ses pires qualifs, mais qui est tout simplement sa pire qualification de la saison. Mais c'est quand même 5ème. C'est quand même 5ème, et on se rappelle que à l'origine, le point faible de Théo Pourchaire, c'était les qualifications. Il n'arrivait pas à être bon en qualification et il devait toujours s'élancer de loin pour espérer les podiums et victoires lors des saisons précédentes. Là, il a toujours été dans le top 3 en qualification cette année en Formule 2, sauf à Barcelone où il a fait que 5ème. Et pour une pire qualification, vous l'admettrez, c'est quand même pas mal. Voilà. Malheureusement, il y a une pénalité de 3 places pour la course sprint, du coup il s'est lancé 9ème. Et malgré ça, il a fait une super remontée. Course sprint, voilà, 2ème, meilleur tour, beaucoup de dépassements, une relance de safety car exceptionnelle. Et malheureusement, la course principale, il partait 5ème, du coup. Il fait un départ exceptionnel, départ qui, on le rappelle, était aussi l'un de ses points faibles, après le terrible crash qu'il avait eu à Jeddah en 2021. Il a, voilà, super départ, génial, mais, voilà, stratégie compliquée, et surtout, il y a cette erreur grave pour moi, pour un pilote qui aborde sa 3ème année en F2, sur son relais en pneu dur, peut-être son 2ème, 3ème tour en pneu dur, il revient à fond sur Enzo Fittipaldi, et dès qu'il s'approche d'Enzo Fittipaldi, au virage 1, il tente à sa première occasion, alors que ça se voit quand même qu'il est trop loin, et que ça va pas le faire, et malheureusement ça l'a pas fait, il a bloqué les roues, ça a bien endommagé ses pneus, et 1 ou 2 tours après, il s'est fait doubler par Douane et un autre pilote. Je me rappelle plus. Par Douane et Iwasa, pardon. Douane et Iwasa, ouais. Oui, alors, franchement, c'est dommage pour un pilote qui est dans sa 3ème année de F2. C'est quand même un souci, et je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord avec alors, évidemment, c'est le sujet. C'est le sujet qui fait parler, évidemment, Théo Pourchaire. Et c'est vrai qu'il y a encore quelques petites erreurs. Il fait encore des erreurs comme à Jeddah ou Bakou. Ouais, alors, surtout Jeddah qui était quand même son week-end catastrophique. Mais quand même, si on reprend la saison de Théo Pourchaire, il y a eu l'excellentissime à Bahreïn où il atomise tout le monde. Il y a quand même des podiums tous les week-ends. Melbourne, Bakou, Monaco, Barcelone. Et puis oui, Bakou, il pouvait pas faire grand-chose. C'était surtout Jeddah qui était le problème. Et pour une 3ème année de F2, c'est vraiment pas fou pour aller en F1, on me dit. Ça dépend de ce qu'on veut. Pour moi, Théo Pourchaire, il mérite sa place en F1. Je n'hésite pas à le dire. Mais le problème, c'est qu'il mérite sa place en F1 comme d'autres pilotes. Il n'est pas aussi indiscutable qu'un Oscar Piastri l'avait été en sortant de sa saison de F2. Il mérite sa place. Déjà, il est 3ème pilote de Sauber Alfa Romeo. Il a l'air de faire un sacré taf. Donc déjà, il a un double job. Voilà, pilote de F2, pilote de réserve de F1, pilote d'essai, de développement de simulateur, etc. Je pense que, au vu de tout ce que Théo Pourchaire a montré, au vu de toutes ses victoires, c'est quand même l'un des pilotes les plus réguliers, hors Jeddah, l'un des pilotes les plus réguliers, qui est toujours là, toujours sur les podiums, qui n'a plus vraiment de points faibles. Alors c'est vrai qu'on pourrait dire, à la rigueur, son point faible, c'est la gestion des pneus, mais hormis si on enlève ces petites attaques qu'il fait
En début de relais. Il avait déjà fait cette erreur à Bahreïn en course sprint d'ailleurs, et il l'a refait malheureusement à Barcelone en course principale. Si on enlève ces petites erreurs qui peuvent arriver en vrai dans l'adrénaline du truc, etc. Et puis on rappelle, voilà, c'est un pilote de 19 ans, il n'y a peut-être pas forcément toute la panoplie du pilote super complet, mais n'empêche que Théo Pourchaire, il n'a plus vraiment de gros points faibles. Et, et même voilà, des courses où il fait des erreurs comme Barcelone, course principale, où il flingue ses pneus, il fait 7ème, il marque des points quand même importants, il est toujours dans la lutte au titre, etc. Je pense en vrai que tout simplement Sauber devrait le titulariser en 2024. Alors forcément, ça serait pas aussi hypant que fin 2021 ou fin 2020 carrément, où voilà, on nous présentait Théo Pourchaire comme le crack qui allait écraser tout, etc. Mais, et c'est vrai que Théo Pourchaire n'est que deuxième, mais en attendant, Théo Pourchaire c'est l'un des tout meilleurs pilotes en dehors de la F1, et voilà, pour moi il mérite sa place en F1. Maintenant le problème, et enfin je suis d'accord, pour remplacer qui, et je pense que le pilote à remplacer serait surtout Valtteri Bottas. Valtteri Bottas qui coûte quand même un énorme salaire à l'équipe, qui a l'air de moins en moins concentré sur ses performances, qui a l'air de bien s'éclater, hein, il a l'air assez heureux, hein, c'est pas un souci. Mais pour Audi, en fait, il faut savoir aussi ce que veut Audi. Ils doivent savoir, et je l'ai vu sur Twitter d'ailleurs, le débat un peu entre Emmanuel Touzeau et Karim El Oubani, qui étaient assez d'accord entre eux. C'est que Audi, ils doivent savoir quel pilote ils peuvent garder, sur quel pilote ils peuvent miser pour 2026. On peut imaginer qu'il y aura un pilote phare, qu'il y aura un pilote important, une opportunité de marché comme un Sainz, un Norris, comme un... Bon, je pense qu'un Leclerc ou quelque chose, ça serait un peu beaucoup, mais peut-être un Vettel, sait-on jamais. Donc voilà, il y aura un pilote leader et il faudra un pilote jeune à côté. En tout cas, c'est l'option la plus logique. Maintenant, est-ce qu'il faut miser sur Guan Yu Zhou qui fait quand même un très bon taf en F1? C'est pas exceptionnel, mais voilà, il est capable de sortir des week-ends très solides comme au Grand Prix d'Espagne dimanche dernier, où il a fait l'une de ses meilleures courses en F1, sinon sa meilleure. Voilà, Guan Yu Zhou, il est concerné, il fait des bonnes performances, et il mérite sa place en F1. Donc je vois pas Pourchaire remplacer Zhou, puisque voilà, Zhou c'est peut-être le pilote le plus performant dans le duo Alfa Romeo. C'est bizarre, mais voilà. Je pense qu'en vrai, voilà, en 2024, Sauber Alfa Romeo, il devrait se dire Pourchaire versus Zhou, et on voit lequel des deux est le plus intéressant sur le long terme, et on le garde en 2025 et en 2026 quand Audi arrive. Donc je pense vraiment que c'est ça. Il faudrait faire ça. Alors évidemment, si Théo Pourchaire fait n'importe quoi sur la fin d'année, évidemment, il n'y aura plus de débat. Et c'est vrai que oui, Bottas a encore une année d'option sur son contrat, mais bon, on sait que les contrats, ça peut se déchirer très facilement en F1, avec des compensations financières évidemment. Mais voilà, est-ce que... En fait, je vois pas quel est l'objectif, quel est le plan en voulant continuer avec Bottas et Zhou une année de plus, genre pour Audi, quel serait le projet derrière? Je pense vraiment que c'est beaucoup plus intéressant de tenter avec Pourchaire, de tenter quelque chose avec Théo Pourchaire. Je suis le seul à être toujours autant hype qu'en 2020 par Théo. Pour moi, il a large le potentiel d'un Piastri. Je suis un peu mitigé. Je suis un peu mitigé puisque... Je sais pas, parce que c'est vrai que Théo Pourchaire a eu énormément de problèmes, genre de stratégie, de problèmes mécaniques, etc. Et quand même, il est moins impressionnant qu'un Oscar Piastri, mais encore une fois, je pense que voilà, entre F2 et F1, ça peut être des choses très différentes. Et que des pilotes sont en F1 actuellement, alors qu'ils n'ont pas montré grand chose en F2. Ils avaient montré des belles choses, mais pas autant que Théo Pourchaire, Logan Sargent, Guan Yu Zhou. Enfin, surtout, voilà, Guan Yu Zhou. Après 3 saisons en F2, son meilleur résultat c'est une 3ème place finale. Théo Pourchaire il a déjà fait mieux. Donc bon. Sinon tu tentes de prendre la place de Stroll chez Aston. Ouais, ça va être compliqué ça. Et oui, Théo Pourchaire aura des sessions d'essais libres. Alors il en aura 2 minimum. J'espère qu'il en aura plus, puisque voilà, c'est quand même le 3ème pilote. Et j'aimerais bien que justement
Alfa Romeo, Sauber le teste vraiment en conditions réelles. J'aimerais bien voir ça. Et, euh, et oui, non mais c'est vrai qu'après, les gens aiment bien. Après, les gens aiment bien descendre les gens sur les réseaux sociaux. Je pense vraiment pas que c'est un truc lié à Théo Pourchère ou à Isaac Adjar qui s'en prend pas mal aussi en ce moment, ou à Victor Martins. C'est un truc qui est lié à Twitter. À Twitter ou aux réseaux sociaux. Tous les pilotes de F1 s'en prennent pour des raisons X ou Y. Euh, voilà. Après, il y a pas de fumée sans feu. Évidemment, si Théo Pourchère gagnait tout, évidemment, personne ne le critiquerait. Donc, évidemment, il y a toujours des petites choses à critiquer. Et il y en a qui préfèrent, voilà, et voilà, sur les réseaux sociaux, voilà, il y a l'anonymat et tout machin. On aime bien se cacher et se lâcher totalement et défouler sa haine, évidemment. Mais c'est vrai que Théo Pourchère n'est pas irréprochable, qui ne fait pas non plus la saison exceptionnelle, qui n'écrase pas le championnat, mais on le savait quand même qu'il n'allait pas écraser le championnat, ça paraissait logique. Il a quand même la même voiture que tout le monde. Donc, voilà, et oui, exactement, Nitram, exactement, super, super exemple. Suffit de voir Oli Berman à Monaco, tout le monde l'a critiqué, et puis ils ont tous retourné leur veste à Barcelone. Exactement. Alors, malheureusement, je sais que Vettel Spin, ce message peut être un peu dédié, mais c'est totalement vrai. En fait, on a la réputation aussi en F1 de sa dernière course. C'est le souci. À Bakou, tout le monde disait ouais, Oli Berman, direct, il doit aller en F1 et tout, il doit aller chez Haas et tout, c'est exceptionnel ce qu'il a fait. À Monaco, mais il est rincé ce pilote, qu'est-ce qu'il fait là? Et à Barcelone, voilà, il remet de nouveau la pression sur Magnussen. Euh, alors, il y a You've Been Mecha Chrome qui me dit tu crois que les 6 dernières courses marquent le retour d'air de dominance de Prema? Ils étaient insurmontables à Bakou et maintenant en Espagne. J'ai l'impression que ART a déjà perdu son avantage de début de la saison. Sorry if my French isn't great, still learning. Your French is still is quite good. It's quite good. Alors du coup, je sais pas si une ère de domination s'ouvre chez Prema. C'est vrai que Prema était nulle part à Bahreïn. Prema n'avait marqué aucun point. Ils avaient galéré avec les pneus. Ça avait été extrêmement compliqué. Je pense pas qu'il y a une ère de domination. Et même si on regarde par le passé, certes, Prema est la meilleure équipe de manière générale, puisque voilà, ils ont des soutiens financiers, ils ont les ingénieurs les plus expérimentés souvent. Et c'est vrai que cette saison, on voit un retour aux avant-postes des Prema. Maintenant, je pense aussi que quand même ART reste tout en haut et que si Victor Martins n'avait pas eu autant de malchance, n'avait pas fait autant d'erreurs aussi malheureusement, ART serait très largement encore devant au championnat. Donc je pense pas qu'il y ait une ère non plus de domination qui s'ouvre. Merci Bugdani pour le follow. Donc pour moi, voilà, on peut pas assimiler ça par exemple à une ère de domination comme on a potentiellement avec Red Bull en F1. Déjà, les performances sont beaucoup plus serrées. Et quand on voit les performances d'Oli Berman, de Frédéric Vesti, ils sont certes devant, mais c'est pas non plus avec un écart très conséquent. Et il y a souvent des pilotes qui s'intercalent entre les deux. Par exemple, voilà, Vesti à Barcelone, c'était que 8ème en qualification, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Oli Berman très bon, hein, mais sa commu, je peux pas me la bérer. Bah moi je comprends pas parce que la commu d'Oli Berman, je la vois pas si souvent. Moi la commu qui m'énerve sur les réseaux sociaux c'est les Brésiliens, mais bon, j'en veux pas aux pilotes brésiliens quoi. Berman a compris la F2 et Vesti a pris confiance. Ça explique leur domination sur les derniers rounds, mais ce n'est pas dû à Prema pour moi. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Et aussi, pour continuer sur ce truc entre Vesti et Berman, je sais que je dis ça depuis quelques rounds déjà, mais j'ai vraiment très très hâte de voir comment cette bataille entre Vesti et Berman va évoluer. Certes, Vesti est premier au championnat, il a 40 points d'avance, mais le plus impressionnant, ça reste Oli Berman. Et ça reste aussi, enfin voilà, c'est Oli Berman qui a quand même 3 victoires, sur les 6 dernières courses. Et ça, c'est quand même pas rien. Xelan 4, donc c'est le premier message dans le chat, donc merci. Je l'aime bien perso le petit Oli, grosse progression sur les derniers Grands Prix et bonsoir au passage. Mais pareil, en plus Oli Berman, il aime bien feederseries.net, il est très présent sur le Discord, donc écoutez, moi Oli Berman je l'aime bien, ouais, je l'aime bien aussi. Bonsoir à toi et surtout Oli Berman,
Alors, à voir, du coup, je vais pas me répéter, mais à voir comment Sauber gère le cas Théo Pourchaire, parce que voilà, en plus, Théo Pourchaire, c'est vraiment le seul pilote junior de l'académie Sauber depuis des années. Donc, Théo Pourchaire, ça reste un candidat à la F1, mais en dehors du cas Théo Pourchaire, Oli Berman, pour moi, c'est le pilote qui est le plus près de la F1. Car Vesti, il fait peut-être une très bonne saison, mais encore une fois, je ne l'ai jamais trouvé impressionnant. C'est peut-être dur, hein, puisqu'il a quand même 3 victoires, dont 2 en course principale, mais Vesti, je ne l'ai jamais trouvé impressionnant, il est régulier, il est rapide, hein, enfin il est toujours devant globalement, mais il n'y a jamais eu ce sentiment de... Voilà, c'est lui le talent de la F1. Et Mercedes, je vois pas comment ils vont placer Frédéric Vesti en Formule 1, quand on sait qu'il n'y a pas beaucoup de baquets disponibles, que les seuls qui pourraient se libérer raisonnablement, c'est celui de Logan Sargent chez Williams. Mais Sargent, c'est sa première année, c'est aussi un pilote maison. Williams a envie de continuer, il y a le marché américain, etc., machin, tout ça. Mercedes, ils ont aussi Mick Schumacher qu'ils aimeraient placer. Il y a Vesti, etc. Je pense qu'en fait, pour Vesti, ça sera bouché tout simplement. Je vois absolument pas dans quel monde Vesti pourrait arriver en F1. Vesti, je sais pas, il fait du bon taf, mais j'ai pas l'impression qu'il pourrait exploser en F1. Voilà, exactement. Lawson, Berman, Pourchaire sont les plus gros candidats pour la F1 l'année prochaine. Je suis d'accord. Je suis d'accord, puisque voilà, j'allais continuer sur Ayumu Iwasa. Ayumu Iwasa est très bon, mais il y a 2 points négatifs. Déjà, de 1, est-ce qu'il est vraiment dans cette lutte au titre? Parce que parfois, malheureusement, on l'a vu à Bakou, on l'a revu à Barcelone. Enfin, on l'a vu, il n'a pas été devant, il n'a pas vraiment pesé sur les débats. Et on voit déjà un écart qui se crée avec Frédéric Vesti. Il est presque à 30 points de Vesti au championnat. C'est pas irrémédiable, hein, loin de là. Mais voilà, on n'a pas cette, on n'est pas conquis. On n'est pas conquis totalement par Yumu Iwasa. C'est un pilote qui a quand même monté les échelons très rapidement, qui est à sa 2e année de F2. C'est une très bonne saison qu'il fait, mais j'ai du mal à le voir passer un Liam Lawson, qui lui aussi a fait 2 saisons de F2, qui a fait 3e l'an passé, et qui en ce moment mène le championnat de Super Formula. Non, il n'y a pas de débat sur Iwasa. Il n'y a pas de débat sur Iwasa, puisque même voilà, sur un week-end pas incroyable, il fait quand même 8e course sprint, 4e course principale. Ayumu Iwasa, il est quand même toujours là. Hormis Bakou, c'est vrai, hormis Bakou, mais voilà, mais il n'y a pas non plus ce sentir. En fait, je vois pas Red Bull spécialement hypé par Ayumu Iwasa, ils en parlent jamais. Enfin, Helmut Marko n'en parle jamais d'Ayumu Iwasa, il parle toujours de Isaac Hadjar, de Liam Lawson, Ricciardo évidemment, même, il parle même plus de Dennis Auger que d'Ayumu Iwasa. Et aussi, deuxième souci concernant Iwasa, c'est qu'il est japonais. Alors, Red Bull n'a pas développé un racisme anti-japonais, hein, je vous rassure, mais on sait que Honda part. Honda va partir chez Aston Martin et Honda va être remplacé par Ford à l'horizon 2026. Donc, quel avenir pour les pilotes japonais dans la filière Red Bull? Voilà, malheureusement, l'argument Honda l'aime bien, voilà, c'était l'argument principal. Et alors, évidemment, si Ayumu Iwasa gagne toutes les courses jusqu'à la fin de l'année, évidemment, il aura sa place en F1, on est d'accord. Mais ça n'en prend pas le chemin. Et c'est vrai que si Honda était resté, ça aurait fait un argument en plus pour Iwasa. Et là, ouais, ça devient compliqué. Est-ce qu'il serait pas l'heure de parler de Suta Arao? Alors attends, Suta Arao, du coup, on va en reparler, ça c'est à la fin. Donc, Suta Arao, pour ceux qui ne savent pas, c'est un autre pilote japonais de la filière Red Bull, filière Honda aussi, qui est engagé en F3 britannique, et ça se passe très mal pour lui. Donc on va en parler à la fin du live, après avoir parlé F2, F3, F4 France. Mais voilà, ça se passe, c'est assez compliqué pour les pilotes japonais en ce moment. Voilà, ça va être intéressant de voir comment ça va évoluer. Est-ce que Iwasa peut rebondir dans une académie Aston Martin? J'ai pas rebondi d'ailleurs sur le message de Nitrin sur Felipe Drugovich. On en a parlé lors du Grand Prix de Bahreïn, quand il pouvait potentiellement remplacer Stroll qui était blessé au poignet, mais Aston Martin n'en a rien à faire de Felipe Drugovich, tout simplement. Alors ils vont peut-être lui proposer 2 séances d'essai libre, dont une, j'espère, au Grand Prix du Brésil, quoique c'est même pas sûr puisque c'est une course sprint. Mais tout simplement, ils en ont rien à faire de Drugovich.
Il n'y a aucun projet derrière, il ne sera jamais placé en F1, puisque quand Alonso partira, ils ne vont pas aligner un duo Stroll-Drugovich, ou même si Lawrence Stroll décide avec ses actionnaires de remplacer son fils, ça ne sera pas pour mettre un rookie qui n'a pas non plus la carrière en forme de promotion si impressionnante. Donc l'Académie Aston Martin, c'est n'importe quoi, c'est du flan total, pour le moment en tout cas, et surtout tant qu'ils n'ont pas d'équipe cliente, c'est très difficile de voir un avenir à cette académie en fait. Non mais voilà, enfin genre, un duo Stroll-Drugovich, alors je pense pas que le duo serait si mauvais, hein. Je pense pas que le duo serait si mauvais, je pense surtout que pour les actionnaires, voir un duo Stroll-Drugovich après avoir vu des Vettel, des Alonso, enfin genre il n'y a aucune crédibilité sur le plan marketing. You've been Mechachrome qui nous redit merci pour ta réponse. Autre question, comment peut-on expliquer la chute de Boschung? Bahreïn c'est toujours une exception et pourtant c'est très surprenant. En vrai, alors ça serait très facile de dire ah bah Ralph Boschung il est mauvais, voilà c'est un pilote qui a fait 100 courses en F2, il a rien à faire là. C'est trop facile. C'est trop facile. Je pense qu'il y a quand même... Alors, ou soit, ce que je n'espère pas, sa blessure qui s'est réveillée et qui le diminuerait physiquement, mais j'espère pas. Ou soit, peut-être un manque de confiance dans la voiture après Jeddah, un manque de confiance dans les réglages, il s'est perdu dans les réglages, ou alors juste peut-être un châssis, un moteur un peu défaillant, je sais pas. Je sais pas, mais c'est vrai que Ralph Boschung, on l'a totalement perdu. Depuis Bahreïn, c'était l'ancien leader du championnat, hein, on le rappelle. Donc j'ai pas d'explication. Alors pour Ralph Boschung, je pense pas que c'est un mauvais pilote, hein, puisque il a été leader du championnat, on le rappelle. Mais là, il est 14e au championnat, pas marqué de points depuis Jeddah. Malheureusement pour notre ami suisse, c'est compliqué. Alors ouais, alors Douda qui compare l'Académie Aston Martin à celle d'Alpine au final, dans le sens où ils n'ont pas d'équipe cliente, c'est vrai, mais Alpine déjà fait quand même des efforts. Enfin, il y a une vraie académie présente déjà avec plusieurs pilotes et on voit que il y a des efforts qui ont été faits pour Piastri. Alors voilà, ils l'ont laissé partir au final parce qu'ils sont pas très finaux, mais voilà. Et aussi il y a des efforts aussi pour placer à l'horizon 2026 un pilote dans une équipe cliente qui serait potentiellement Andretti. Voilà, Alpine a envie d'avoir une deuxième équipe, a envie d'avoir une équipe B en quelque sorte pour placer ces jeunes pilotes. Donc voilà, et puis quand même l'Académie d'Alpine a sorti des pilotes, beaucoup de pilotes, même ces dernières années. Le problème, c'est qu'ils ne finissent pas forcément dans l'Académie Alpine, c'est le souci. Mais voilà, alors que par exemple, Drugovich, on le voit pas dans une autre équipe. Il n'a pas... Voilà, c'est vraiment compliqué pour Felipe Drugovich. Alors c'est vrai que Boschung, il n'a pas que des côtés, il est peut-être sympa, mais c'est vrai qu'il est sponsorisé par de la crypto-monnaie. Bon, c'est vrai que c'est pas les sponsors les plus recommandables non plus. Merci Lovi Saisa pour le follow. Écoutez, on a globalement parlé d'un peu tout le monde en Formule 2. Si ça ne vous dérange pas, je pense qu'on peut passer à la Formule 3, parce que là aussi il y a pas mal de choses à dire. On va passer évidemment plus rapidement sur les autres championnats. Mais s'il n'y a pas trop de questions sur les pilotes... Ah, j'ai pas parlé d'Arthur Leclerc, bien vu. Merci Kabutae pour le follow. Coup dur pour Isaac ce week-end, déjà 6 points de pénalité alors qu'il n'en avait aucun les 2 dernières années. 6 points de pénalité, j'avais même pas vu. Alors c'est vrai que le permis à points en F2 on n'en parle pas trop, mais comment ça 6 points de pénalité? D'où il mérite autant de points? Bon, bizarre, ouais, bizarre. Mais c'est vrai que voilà, on en a parlé d'Isaac Hadjar déjà le week-end, très compliqué. Pour Arthur Leclerc, écoutez, pour moi il n'y a aucun futur en F1 pour lui, et Oli Berman malheureusement le montre totalement, puisque c'est son coéquipier au sein de la Ferrari Driver Academy. Arthur Leclerc, sa saison est bonne quand même. Enfin, sa saison a des hauts et des bas. Malheureusement à Monaco, ça a été un très bas. Voilà, il a subi la malédiction des Leclerc visiblement. Certains ont pensé qu'il serait peut-être le premier Leclerc à gagner en F2. Pas du tout. Ça a été très compliqué pour lui.
Il y a quand même eu des points à Barcelone, pas beaucoup, c'est vrai. Il est derrière Iwasa, qui est son coéquipier, certes, mais son coéquipier est plus expérimenté. Arthur Leclerc, il est quand même souvent là. Il y a eu un podium. Il est 13e au championnat, mais quand on voit au nombre de points, il a 36 points. Au final, il en a 21 de moins que Denis Auger, qui est 5e au championnat. C'est quand même assez serré. En fait, voilà, comme je l'ai dit, les pilotes de la 5e à la 13e place, c'est très serré. C'est quand même très serré. Et Arthur Leclerc, ça dépend ça dépend quelles sont les attentes qu'on a sur Arthur Leclerc. Pour moi, il fait une saison comme je l'attendais. Je dirais même qu'il a fait un très bon début de saison et que malheureusement il est un peu plus rentré dans le rang. Mais Arthur Leclerc, il fait une saison voilà, comme je l'attendais. Il est là, il est présent. Parfois, il montre qu'il a vraiment un vrai coup de volant. Mais on sait que ça ira pas en F1. Ça n'ira pas en F1. Mais je pense totalement que chez Ferrari, en hypercar, il y a peut-être une place, à se faire, à gratter. Ça serait quand même assez sympa, aux 24 heures du Mans, un jour de voir un équipage avec les deux frères Leclerc. Ça serait assez sympa, mais pour Arthur Leclerc, il est à sa place. J'ai envie de dire, il est à sa place. Il est très loin d'être ridicule, il est loin d'être exceptionnel, mais il est là, il répond présent. Donc écoutez, je vais mettre le classement F3. Le classement F3, donc on est à la 4e manche sur 9, évidemment, puisque Imola a été annulé, donc on n'a plus que 9 manches. Ça a d'ailleurs été confirmé à la fois pour la F2 pour la F3. Ça a été confirmé que Imola ne serait pas remplacé, donc voilà. Un point sur le classement, il n'y a pas tout. Il n'y a pas tous les pilotes, parce que vous le savez, il y a 30 pilotes. La capture d'écran fait que voilà, c'est pas tout le monde n'apparaît pas, mais les principaux pilotes sont là. Écoutez, par où commencer? J'ai envie de dire tout simplement par les meilleurs pilotes, par le pilote le plus régulier. Le pilote qui mène le championnat avec plus de 30 points d'avance, c'est Gabriel Bortoleto. J'ai pas d'explication. Alors Gabriel Bortoleto, évidemment, pour rappel, il avait fait 6ème de Freca l'an passé. Il avait été battu par son coéquipier Adrien David. Je n'aurai de cesse de le rappeler, puisque ça montre à quel point Adrien David, ça a été c'est rageant, c'est frustrant qu'il ne soit pas là. Mais Gabriel Bortoleto est là. Il n'a pas été très impressionnant lors du doubleheader là, à Monaco et à Barcelone. Mais voilà, toujours là, vous le voyez, 6ème, 5ème, 4ème, 4ème. Il est toujours là. Il est pas aussi impressionnant qu'à Bahreïn et à Melbourne. Mais voilà, on sent aussi qu'il est quand même bien aidé par le package, par Trident, qui est tout simplement la meilleure équipe. On voit que même avec des pilotes pas incroyables, bah, ils sont là. Fornaroli est 10ème, Goethe est 11ème. D'ailleurs, on voit quand même que Bortoleto domine largement ses coéquipiers, hein, puisque Fornaroli et Goethe sont vraiment rentrés dans le rang depuis Melbourne, Monaco. C'est que c'est beaucoup plus compliqué pour eux. Fornaroli se sauve bien avec les grilles inversées, mais Goethe a totalement disparu. Donc Bortoleto, ouais, très solide, et je pense que Fernando Alonso peut être très fier, puisque ces deux poulains sont quand même à la première et à la 2ème place. Bon alors, aussi à la 20ème place, on y reviendra. Mais voilà. C'est vrai qu'il aurait énormément roulé en essai privé. Après, je suppose que tous les gros pilotes le font aussi. Oui. oui. Oui, totalement. Gabriel Bortoleto, je peux même dire que hier et aujourd'hui, il roulait encore en essai privé. Donc, il roulait en essai privé à Monza. Il roulait d'ailleurs aux côtés de Oliver Goethe, Kylen Frédéric et Oliver Gray. Voilà, ils ont roulé à Monza pour se préparer pour voilà, la finale du championnat. Donc, écoutez, il y a des pilotes qui ont plus de budget que d'autres. Voilà, en fait, c'est dommage. C'est dommage qu'on n'ait pas toutes les informations pour pouvoir juger la saison d'un pilote. Bortoleto, il fait une première saison de F3 exceptionnelle, c'est pas un souci. Mais c'est vrai que il est bien aidé quand même. Il est bien aidé par tous les essais qu'il a fait pour se préparer et que tous les pilotes ne partent pas à armes égales. Hein. D'ailleurs, c'est ce que dénonçait Christian Mansell dans le dernier podcast Feeder Series. Ouais, voilà, non mais c'est ça. Ouais, il y avait 4 pilotes sans nom qui roulaient dans des F3 à Monza, et du coup, il y avait Bortoleto, Goethe, Frédéric et Oliver Gray. Et donc voilà, c'était ces 4 pilotes là qui roulaient à Monza. Mais il doit y avoir d'autres pilotes qui ont dû rouler sur d'autres circuits. Voilà, on n'a pas toutes les informations, puisqu'il y a des essais qui sont plus privés que d'autres, et il y a des informations
qu'on n'arrive jamais à avoir. Alors du coup, tout le crédit là, à Italia Racing, qui est un journal italien, qui là, ils avaient les infos avant nous, ils avaient les infos avant Feeder Series, donc bravo à eux. Mais donc c'est ces 4 pilotes là qui testaient et ils étaient sur place. Donc Italia Racing, ils avaient un journaliste sur place pour ces tests à Monza pour suivre la F4 italienne. Mais en plus de la F4 italienne, il y avait quelques voitures en plus. Voilà, il y avait quelques F3, des Euroformula, c'est vrai pour être plus précis. Et voilà, donc c'est ces 4 pilotes là qui roulaient. Et je suis totalement d'accord. Bortoleto m'impressionne moins que ceux qui sont derrière lui assez bizarrement. Je pense que c'est lié au fait que Bortoleto, quand il a gagné à Bahreïn et à Melbourne, on n'a pas parlé des autres, enfin on ne le voyait pas. On ne le voyait pas puisqu'on était focalisé sur les batailles derrière lui, puisque Bortoleto il gagnait assez facilement. Alors que, et à Monaco, Barcelone, on l'a pas non plus vraiment vu dans les batailles. Il est assez transparent en fait. Il est assez transparent et il donne pas la même impression que Pepe Marti, Dino Beganovic, Gabriel Emini, qui sont beaucoup plus flamboyants, plus irréguliers c'est vrai, mais plus flamboyants. Et je pense que ça vient de là, que quand il gagne, on ne le voit pas. Et que même quand il ne gagne pas, on ne le voit pas non plus. Je pense que c'est un peu ça. Et moi aussi, je suis un peu surpris en fait de voir Bortoleto toujours en tête au championnat, mais voilà, il répond présent à chaque week-end. Et voilà, écoutez, il mène le championnat avec une sacrée marge. Et celui vraiment qui a explosé vraiment à Barcelone, c'est Pepe Marti. Pepe Marti, je suis vraiment très content pour lui, puisque voilà, euh, c'est un pilote que je suis depuis quelques temps. Il avait fait quand même 3ème de F4 espagnol, il avait été le meilleur pilote de son équipe, Campos, qui à l'époque n'était pas l'équipe dominante. Il a fait de la Formule régionale Moyen-Orient, où là, il avait fait vice-champion, il avait battu Isaac Adjar, il avait battu Gabriel Emini, battu plein de pilotes. Mais il avait enchaîné sur une saison de F3 avec Campos l'an dernier, et ça s'est très mal passé. 2 points sur la dernière manche, je pense. Voilà, c'était le trou noir malheureusement. Alors peut-être pas assez bien préparé, peut-être pas assez d'essais privés, voilà justement. Voilà. Et en 2020 et en 2023, là, Pepe Marti, il est dans le bon wagon. Alors on sent aussi que Campos a progressé quand même, puisque avec les 2 autres pilotes, Christian Mansell et Hugh Barter, ils sont souvent à la lutte pour les points. Donc on a souvent les 3 Campos à la lutte dans les points. Mais voilà, Pepe Marti, il a aussi énormément progressé, et c'est ce qui fait qu'il est 2ème au championnat. Donc ça fait, c'est vraiment plaisir qu'il puisse vraiment exploiter son potentiel comme ça, qu'il montre vraiment son talent. On rappelle voilà, que lui aussi est managé par Fernando Alonso. Et voilà, ce week-end à Barcelone, de gagner chez lui, donc avec la pression, parce qu'il y a quand même des supporters, c'était le principal pilote espagnol surveillé, derrière évidemment Alonso et Sainz, mais c'était le principal pilote espagnol des formules de promotion. Et globalement, c'est même le seul pilote espagnol de toutes les formules de promotion, en fait. Puisque derrière, en F4, en formule régionale, il n'y a pas grand monde non plus. Merci Unstop Rob, merci pour le follow. Voilà, donc Pepe Marti, 2ème au championnat. Pôle, victoire, meilleur tour, tout ça avec une Campos qui est très loin d'être la meilleure équipe. Ils avaient fait 7ème l'an passé, si je dis pas de bêtises. C'est impressionnant. Et voilà, gagner à domicile, je sais que c'est un truc dont c'est en tout cas, je sais que ça n'a pas laissé tout le monde. Ça n'a pas. Il y a des gens qui ont été impressionnés. Il y a des gens qui ont été impressionnés par la performance de Pepe Marti dans le paddock de F1. Voilà, je sais pas si on en saura plus peut-être très prochainement, mais en tout cas pour Pepe Marti, voilà, ça a impressionné. Ça a impressionné et ce week-end peut être le début de sa carrière, de son chemin vraiment vers la F1. Il a peut-être débloqué quelque chose là. Il a peut-être débloqué quelque chose. On verra ce que l'avenir lui réserve. 3ème ensuite on a Dino Beganovic. D'ailleurs oui on peut voir Bortoleto et Pepe Marti ne sont pas encore dans des académies de F1, alors que Beganovic, Mini, Aaron Colapinto, O'Sullivan, Browning et Montoya, ils le sont. Donc voilà, Pepe Marti vraiment très 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 impressionnant.
Dino, il prend la confiance petit à petit, il est régulier, il manque la victoire pour concrétiser, mais c'est vraiment pas mal, je trouve. Ouais, je suis d'accord. Bah, en fait, Dino Beganovic, il est là, il est toujours là, il est toujours dans la lutte devant, il bat ses coéquipiers. Alors, ça se joue à pas grand chose avec Paul Aron, ils ont quand même un niveau assez similaire, ça se voit en tout cas. Mais surtout, ce qui est génial avec Beganovic et Aron, c'est qu'ils battent tous les deux leurs coéquipiers plus expérimentés, Zach O'Sullivan, qui vit une saison compliquée. Euh, donc voilà, c'est vraiment très, très important. Voilà, Beganovic qui fait une bonne saison. Une bonne saison, mais encore une fois, je l'ai déjà dit, je ne suis pas encore pleinement convaincu au niveau. Je ne le vois pas en F1 dans le futur, par exemple. Malgré ses très bons résultats, j'ai du mal à voir en lui un crack générationnel, comme je peux le voir dans certains. Pareil pour Paul Aron, d'ailleurs chez Mercedes, qui voilà, est très bon. Un peu comme un Frédéric Vesti, hein. Je mets tous ces pilotes un peu dans la même catégorie de excellents, très bons pilotes, mais peut-être qu'il manque le petit truc pour aller chercher au-dessus. Gabriel Mini, malheureusement à Barcelone, ça a été vraiment week-end noir. En qualification, 5ème, puis tour annulé pour track limits, donc 18ème. Et les courses, les pénalités, les contacts, il y avait des belles remontées, hein. Il y avait des belles remontées pourtant, mais c'était trop brouillon du début jusqu'à la fin. C'est logique, voilà. Je vais pas tirer sur ambulance, hein. Gabriel Emini c'est un rookie, il est pas dans la meilleure équipe, high-tech, c'était l'équipe d'Isaac Adjar l'an dernier. Et écoutez, j'ai vraiment envie de voir comment la suite de la saison va se décanter. Voilà, pour ces pilotes, Beganovic, Mini, Aron, c'est des rookies, mais des rookies avec un très fort potentiel. Donc vraiment très hâte de voir ce que ça va donner. Le problème pour Dino, c'est qu'il a Berman devant et Camara Taponen derrière. Je suis assez d'accord avec Arturo. C'est assez compliqué de voir voilà, un avenir pour Beganovic en F1. En fait, pour moi, surtout, le problème, c'est que ouais, il y a Berman devant. À la rigueur, Camara Taponen, surtout Taponen qui a un début de saison F4 compliqué, je sais pas si ça lui met tellement la pression, mais le problème vraiment c'est Berman, hein, qui est omnipotent, qui est tellement fort voilà, dans cette Ferrari Driver Academy. Taponen fait quand même de son mieux pour pas le déranger. Oui, je suis malheureusement d'accord. Donc voilà, 5ème Aron, 6ème Colapinto. Il y a du mieux, ça se rapproche de la victoire, c'est toujours devant. Alors évidemment, il aurait dû avoir cette victoire sans la disqualification pour infraction technique, mais à Melbourne. Voilà, Colapinto c'est de mieux en mieux. Grégoire Saucy malheureusement week-end noir. Là aussi il y a eu des pénalités. En fait les week-ends de Saucy et Mini sont assez similaires. Mais malheureusement c'est vrai qu'il avait toujours été dans les points jusqu'à présent. Et pour Grégoire Saucy, voilà, c'est dommage. Et hyper gros voilà, face à Bortoleto, face à Pepe Marty qui ont pris plusieurs longueurs d'avance. Ensuite on a O'Sullivan, Browning, Fornaroli, Goethe, Montoya quoi, qui est... Enfin c'est bon, hein. Enfin c'est ok. Ok tiers. C'est ok tiers, malheureusement je pense que le Red Bull Junior Team a d'autres attentes, surtout que Montoya il a comme coéquipier Browning et Mini qui sont aussi rookies et qui sont dans des académies de F1 qui sont devant lui au classement. Donc voilà, Montoya je suis pas convaincu. Taylor Barnard, je voulais en parler, mais voilà, exceptionnel ce qu'il fait. Alors malheureusement il ne pilote qu'une Genzer, ce qui fait que sa deuxième place en qualification exceptionnelle s'est transformée en 9ème place en course, puisque tout simplement la Genzer n'a pas le rythme. Il n'a pas le rythme tout simplement pour se battre avec les meilleurs pilotes, mais en attendant il a passé 5 courses dans les points. Alors j'ai pas vérifié, c'était quand la dernière fois que Genzer avait eu 5 courses dans les points consécutives avec le même pilote. Alors ou soit ça date de William Alatalo, mais je suis pas sûr, peut-être que ça date tout simplement de Yuki Tsunoda. En tout cas voilà, c'était la meilleure performance de Genzer dans l'histoire de la F3, donc depuis 2019, depuis la création du championnat en 2019. Donc voilà, j'ai extrêmement hâte de voir ce que ça va donner. Taylor Barnard, très gros talent. Pas dans une académie de F1, ancien protégé de Nico Rosberg qui l'a laissé tomber comme une vieille chaussette. Mais voilà, Taylor Barnard, vice-champion de Formule régionale cet hiver en découvrant la voiture et en étant le seul pilote hors Prema sur le podium du championnat. Donc voilà, Taylor Barnard vraiment à surveiller. Ensuite on a Marie Boya, Caio Colette. Caio Colette,
n'y a plus rien à espérer, je pense. Le train pour la F1 est définitivement passé. Malheureusement, c'est... Non, en fait, Taylor Barnard n'est plus protégé de Rosberg. Nico Rosberg avait plusieurs protégés en karting, en karting, fut un temps, il y a même quelques années. Il avait Lorenzo Travisanuto, pour ceux qui connaissent, pour ceux à qui ça dit quelque chose, c'est un champion du monde de kart, mais c'est aussi l'actuel coach d'Enzo Dellini. Et il avait aussi Taylor Barnard. Malheureusement, Nico Rosberg il s'est impliqué dans un projet et il n'a pas vraiment tenu. En tout cas, voilà, le projet n'a jamais... il n'y a jamais eu de fin officielle au projet qui a été annoncé, mais bon, les W Series un peu, quoi. C'est genre le projet est abandonné un peu tout seul et il n'y a jamais de fin officielle, quoi. Donc voilà, on espère que Taylor Barnard pourra trouver peut-être un soutien supplémentaire, peut-être une académie. En tout cas, il montre vraiment qu'il a un sacré talent. Donc Caio Collet, voilà, voilà. Donc Tsunoda a fait 7 arrivées dans les points de suite, dont 3 podiums. Ouais. C'est vrai que Tsunoda, il arrivait à faire des podiums. Après, la hiérarchie était peut-être pas forcément la même, et c'est vrai que normalement Genzer c'est une des pires équipes maintenant. Voilà, donc on a 16e Frédéric, 17e Mansell, 18e Edgar. C'est vrai que c'est un peu... c'est compliqué pour le pilote britannique, l'ancien pilote Red Bull. 19e Nikita Bedrin. Et je dois parler de ma déception. C'est horrible parce que c'est l'un de mes... C'était même mon chouchou de la F3. Merci Xelan4 pour le follow. Du coup, j'espère que j'ai bien répondu à ta question. 20e Nicolas Tsoloff, champion de F4 espagnol, en titre. 16 ans, une seule saison de F4 et il est directement passé en F3. Et voilà, Tsoloff nous montre à quel point c'est dangereux de sauter la formule régionale. Ça a été encore compliqué. Alors c'est vrai qu'il était malade ce week-end à Barcelone a priori, mais quand même, c'était un circuit qu'il connaissait par cœur, qu'il avait testé. Il avait gagné des courses, il avait gagné même les 3 courses du week-end en F4 espagnol l'an passé à Barcelone. Et là, 13e, 19e... c'est toujours aux environs de la 15e place globalement, mais voilà, c'est extrêmement décevant. Ouais, il a bon dos le rhume. Moi j'ai l'impression à chaque fois qu'on dit ouais que il y a un pilote qui a fait des performances un peu compliquées, ah il était malade, pas de chance. Ouais, surtout quand les informations sortent après la course. Mais bon, bref. Donc malheureusement, ouais, c'est très compliqué pour Nicolas Tsoloff. Et voilà, c'est hormis Oli Berman et Théo Pourchère, hormis Berman et Pourchère, il n'y a que... personne n'a réussi à faire le jump F4, F3. Et encore, Oli Berman et Théo Pourchère, ils avaient fait 2 saisons en F4. Là, Tsoloff qui part sur une saison de F4 et bam, F3 direct. C'est vrai qu'il a fait un meeting de formule régionale, mais bon, en un meeting, je sais pas ce que tu apprends. Voilà, malheureusement, ça se passe pas bien pour Tsoloff. Il aura une deuxième année, on sait que c'est un énorme talent, il l'a montré en F4. Mais malgré tous ses tests privés, puisqu'il en a fait énormément lui aussi, ça ne se passe pas comme prévu pour Nicolas Tsoloff. Je pense des Hankook en bois. Ouais, c'est vrai que oui, avec les pneus Hankook, c'est vrai que ce ne sont pas les meilleurs pneus en effet. Mais en tout cas, voilà. Tsoloff, je pense qu'il aura une deuxième saison. Il aura une deuxième saison et j'ai encore énormément d'espoir en lui. Et surtout, la saison est loin d'être finie. Il faut vraiment voir à quel point il pourra progresser sur les dernières manches. Mais pour moi, c'est un énorme talent et voilà, j'espère qu'il pourra vite aller mieux. Déjà, passer Kylian Frédéric au classement, ce qui serait, je pense, le minimum, car voilà, Frédéric, c'est peut-être un pilote dans sa 3e année, mais c'est pas un excellent pilote. Et voilà, et Hugh Barter, c'est plus prometteur. On le voit beaucoup plus dans les points. Malheureusement, ça ne se passe pas. Voilà, c'est hors des points à chaque fois, malheureusement, pour l'instant. Et on a voilà, un 22e Tommy Smith, un très bon anniversaire évidemment à Tommy Smith, légende de la Formule 3. Oliver Gray, 23e, pilote junior Williams, sinon je n'en parlerai pas, mais voilà, c'est aussi compliqué le jump F4, F3. Villa Gomez, Hunter Yenny, et vous remarquerez qu'on n'a pas parlé des PHM. Merci Nitram. Je devrais souhaiter joyeux anniversaire plus souvent à Tommy Smith, visiblement, vu les réactions. Et je suis d'accord avec You've Been Mechachrome, la performance de Faria est totalement inexplicable, dernier dans presque tous les essais libres, et très loin de Flörsch, très loin de Wisnicki, très loin de sa performance en F3 britannique. J'ai pas d'explication, vraiment c'est très compliqué. Voilà, pour Roberto Faria qui n'est même pas dans le classement, même pas dans les 25 premiers au championnat.
Voilà, Sophia Flörsch n'apparaît pas non plus, vous le remarquerez, mais c'est un peu une catastrophe. Choix de carrière très catastrophique pour Sophia Flörsch, qui est quand même pilote alpine junior. Voilà, on ne sait pas à quoi ça sert, mais elle est pilote alpine junior. Et elle est en dehors du top 25 au championnat. Voilà. On passe maintenant à la F4 française, s'il n'y a pas d'autre... merci, you've been mega-chromed. Et alors, pour avoir ce pseudonyme et pour parler français, je me doute que ça doit être Alex, que ça doit être Alex Studenkopf. C'est peut-être juste une supposition, mais en tout cas, merci Alex d'être présent sur le live si c'est toi, et merci à toi, personne inconnue si ce n'est pas toi, si ce n'est pas Alex. Voilà, on va passer à la F4 française s'il n'y a pas d'autres questions sur la F3. Écoutez, pour la F4 française, beaucoup de choses à dire, mais évidemment on va faire un peu court, évidemment. Mais Evan Gilter, il nous a sorti une maestria. Il a été exceptionnel. Double pole position, double victoire, double meilleur tour, double grand chelem avec tous les tours menés. Evan nous a fait du Evan. Cette fois, il a vraiment réussi à concrétiser et il n'a pas été gêné par d'autres pilotes. Il était vraiment seul sur sa planète. En fait, j'ai pas tellement grand chose à dire sur Evan. Pardon. J'ai pas grand chose à dire sur Evan, tellement il a été bon, tellement voilà, il n'a pas été inquiété. Evan Gilter, du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, pilote français de 16 ans. Il y a toujours le live de prévu avec Evan Gilter, vous pourrez lui poser des questions. Il n'y a pas encore de date fixée, mais ça devrait se faire, ça se fera, j'espère, dans le mois. Mais voilà, donc il a été génial et j'espère vraiment que ses performances ne passent pas inaperçues. D'ailleurs, je sais que ses performances ne passent pas inaperçues. Il y a des gens dans des académies de F1 qui regardent ses performances. Voilà, vous pouvez d'ailleurs voir mon Twitter, un peu stalker mon Twitter, et vous pouvez voir que ses performances ne passent pas inaperçues si vous cherchez bien. J'espère que ça pourra débaucher sur une entrée dans une académie de Formule 1. Mais en tout cas, Evan Gilter, voilà, c'est rookie, première année en F4 et tout simplement, voilà, le pilote au-dessus de la mêlée. C'est le cas sur d'autres week-ends plus que d'autres, évidemment, mais vraiment à Spa-Francorchamps, pour sa découverte du circuit, il a été exceptionnel. Voilà, deuxième Enzo Peugeot qui perd la tête du championnat, mais qui reste quand même dans le rythme, qui a fait des belles remontées en course après les qualifications très compliquées. Il se sauve bien en gagnant la course à grille inversée. On a Kevin Foster 3ème qui se relance bien après un week-end de Pau catastrophique. Donc toujours 3ème au championnat, 4ème Romain Driolo avec un double podium, le pilote toulousain protégé de Winfield, 5ème Yamakoshi, 6ème Yannis Steven Haydens. Malheureusement c'est la déception, il a malheureusement fait son pire week-end, désolé Nitram, il a fait son pire week-end à la maison, donc c'est dommage, il y a quand même quelques petits points pour sauver ça. C'est dommage puisqu'il commençait à raccrocher le wagon Foster Andriolo Yamakoshi. Malheureusement il a lâché ce wagon et il faut qu'il fasse attention parce que Gareth Berry, le pilote américain, revient fort. Très très bonne surprise, Gareth Berry, lui aussi pilote Winfield. Voilà, nouveau podium, très intéressant. Très intéressant, et c'est vrai, oui, non mais Yannis Steven Haydens, il avait du rythme, malheureusement il a été vraiment pénalisé par cette 11ème place si frustrante en qualification. Malheureusement ça a été très compliqué pour marquer des points ensuite en partant 11ème sur quasiment toutes les courses. 8ème Paul Lopez qui revient de son très gros crash et malheureusement ça a été très mal passé. 9ème Enzo Richer, 10ème Leonardo Menia qu'on n'a pas vraiment vu du week-end, toujours un peu derrière. Assez étonnant. Edgar Pierre, protégé de la Victory Lane de Victor Martins, qui remonte bien, qui a enfin fait un premier week-end où on l'a vu aux avant-postes, ça fait plaisir. 12ème Cloménil, 13ème Tom Callender. S'il y a des Allemands dans le chat, on ne sait jamais, mais il y a enfin peut-être un motif d'espoir en dehors de Team Tramnitz en Freca. Tom Callender qui a fait un week-end très très solide, à la fois en qualif, à la fois en course, avec un top 5 sur la course 1. C'est enfin la première performance allemande marquante parmi les 3 pilotes engagés. Donc voilà, félicitations à Thomas Calendrier évidemment. 14ème Louis Schlesser, le fils de Jean-Louis Schlesser. 15ème Lucas Savou, 16ème Leung. Puis ensuite on a Rice, Vesselao, Fibolaus, Schultz, Duna, Alberto, Porte Ruiz. Porte Ruiz d'ailleurs j'ai envie d'en parler, pilote andorran qui fait
de très belles performances, en tout cas qui montrent vraiment une grosse progression. On rappelle que c'est un sim racer qui n'a fait aucune course de kart, aucune course avant ça, et qui progresse bien. Malheureusement, il roulait 7ème en course 3 avant de se faire percuter, mais voilà, c'était très bon, c'était très bien. Normalement, Evan champion en fin d'année s'il continue comme ça. C'est vrai que ça paraît la suite logique, hein. Ça paraît la suite logique, parce que voilà, même sur des circuits, alors si on met hors pot, hors circuit de pot, sur les circuits où Enzo Peugeot avait plus d'expérience, comme Spa-Francorchamps, comme Manicourt, comme Nogaro, Evan était devant. Et si Evan Gilter n'avait pas été très lourdement pénalisé pour son accrochage avec Enzo Peugeot à la course 3 à Manicourt, il aurait une avance de 30 points, 30-40 points. Donc voilà. Et surtout, voilà, à Misano, personne ne connaîtra la piste. Donc je pense que normalement, les pilotes redoublants pourraient être un peu plus en difficulté et les pilotes rookies auraient un avantage assez important. On va voir ce que ça donnera. Pour Misano, du coup, voilà, circuit en Italie, la prochaine manche, du coup, est le week-end du 15-16 juillet, donc il y a le temps, hein, c'est un peu la pause estivale, enfin, la première pause estivale, en tout cas maintenant pour les 26 pilotes de l'académie FFSA. Voilà, Evan Gilter, pour ceux qui ont vu mon Twitter, il était engagé au même test que Bortoleto, que Goethe, etc. Sauf que lui était dans une F4, bien évidemment, il était dans une F4 de Tatus, donc F4, la F4 italienne, il roulait avec l'équipe Air-Ace, et c'était très 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 intéressant. Il a fait premier et deuxième sur les 2 premières sessions hier. Là c'était alors 8ème de la journée, mais genre 4ème de la session de l'après-midi, sur un circuit qu'il découvrait, là encore, Monza, et aussi il a été vraiment très, très intéressant, puisque voilà, c'est une voiture qu'il ne connaît pas. Alors évidemment, il connaît la F4 de Miguel, mais la F4 française, c'est une voiture différente de la F4 italienne. Voilà, je ne sais pas quel est l'objectif derrière ces tests. On aura peut-être l'occasion de lui demander sur cette chaîne. Je ne sais pas, peut-être que le but était de se préparer au championnat d'Euro 4, qui est un mini-championnat de 3 manches organisé par les gens de la F4 italienne, et qui se déroulera avec 2 manches au Mugello, Monza et une à Barcelone. Peut-être qu'il participera à ce championnat avec Air-Race, ou peut-être que Air-Race veut le tester en vue du futur, etc. Mais c'est vrai que voilà, Air-Race Grand Prix devant Prema, enfin, ou en tout cas au moins à minima à la lutte avec Prema en F4, c'est très rare. En Freca, c'est beaucoup plus fréquent, mais en F4, c'est rarissime, voire même jamais arrivé globalement. Donc voilà, c'était très impressionnant. On sait que Evan Gilter aussi, c'est un pilote qui ne roule pas sur l'or, donc voilà, je pense que ça a dû être des journées d'essai importantes, sinon il les aurait pas faites, il s'en serait passé. Voilà, je me demande ce que ça va donner. Voilà, j'espère que ça peut déboucher sur des courses supplémentaires, sur des victoires supplémentaires, hein, soyons fous. Voilà, ce serait assez intéressant. Écoutez, ensuite on a la GB3. Alors la GB3, je vais passer très rapidement puisque, pour être très honnête, je n'ai pas regardé les courses, mais je suis les résultats. Ce qui est intéressant à noter, c'est que Alex Dunn, le pilote irlandais, a fait une double victoire à Spa-Francorchamps, qu'il a enfin lancé sa saison en GB3 après 2 premiers meetings un peu compliqués. On rappelle que ça avait été le gros rival de Andrea Kimi Antonelli en F4 l'an passé. Donc voilà, là il a vraiment lancé sa saison. Il y a beaucoup de pilotes engagés, hein, comme vous le voyez en GB3. Un petit focus sur Arthur Rojon, malheureusement le français, week-end très compliqué pour le pilote du département de la Mayenne, si je dis pas de bêtises. Week-end compliqué après son podium à Silverstone. Et aussi, voilà, Souta Arao, on en avait parlé rapidement au début de live, enfin en première partie de live. Souta Arao qui est 22e, qui est toujours soutenu par le Red Bull Junior Team, toujours soutenu par Honda. Mais pour combien de temps Puisque là, c'est très compliqué hein, pour Souta Arao, 3ème de F4 française l'an passé. Et pour l'instant, ça se passe pas bien du tout pour le pilote japonais, après 3 manches, donc après 9 courses. Donc voilà, c'est assez compliqué et je ne pense pas qu'il fera de vieux os s'il continue ce genre de performance dans le Red Bull Junior Team. Aussi, ce week-end, c'est un week-end très tranquille au final, puisqu'il n'y a
Rien, globalement. Alors, il n'y a pas de F1, il n'y a pas de F2, il n'y a pas de F3, il n'y a pas de FRECA, il n'y a pas de F4 française, italienne, espagnole, britannique, que sais-je. Il n'y a globalement rien, sauf, bon, les 24 heures du Mans, évidemment, hein, je vous la fais pas. Il y a les 24 heures du Mans, mais pour rester sur les formules de promotion monoplace, il y a l'Eurocup 3. Oui, voilà, il y a le... Non, mais évidemment, je sais qu'il y a les 24 heures du Mans, mais je voulais dire en formule de promotion, parce que c'est quand même le thème, hein, c'est quand même le thème de la chaîne. Euh, mais voilà, donc il y a l'Eurocup 3 qui sera à Monza, donc ça promet des courses très intéressantes avec ces voitures hein, qui peuvent se dépasser, qui génèrent énormément d'appui en ligne droite. Ça peut donner des courses très intéressantes, vraiment. Donc on rappelle qu'on a Esteban Masson qui est deuxième au championnat, qui sort d'une double victoire à Motorland Aragon lors du dernier week-end. Il y a peut-être moyen de prendre la tête du championnat à Monza, même si on sera sur les terres de Francesco Braschi actuel leader du championnat. Il n'y aura pas de Pierre-Louis Chauvet, il ne sera pas engagé, hein, il sera juste coach des pilotes de DriveX cette fois. Et on notera le retour de Mari Boya, pilote F3, évidemment, qui a marqué ses premiers points d'ailleurs en F3. On n'en a pas vraiment parlé de Mari Boya sur ce live. Mais voilà, donc pour ceux qui voudront suivre le week-end d'Eurocup 3, ça sera sur YouTube, tout est sur YouTube. Voilà, les horaires sont à l'écran. C'est pas impossible que je stream l'une des deux courses, selon aussi la position de départ d'Esteban Masson, selon le potentiel, voilà, on verra. On verra, mais ou sinon il n'y aura pas de stream du tout, voilà, puisque voilà, c'est quand même un week-end assez libre, il faut en profiter, en dehors des 24 heures du Mans, mais voilà, en dehors de l'Eurocup 3, il n'y a pas vraiment d'autres formules de promotion. Je ne vais pas vous parler de F4 d'Europe centrale, désolé Nitram Nitrin, il n'y a pas, enfin, c'est vraiment pas fou la F4 Europe centrale. Après, si vous voulez découvrir le Slovakia Ring, écoutez, comme vous voulez, hein, ça va être folklorique en tout cas. Voilà, mais sinon, il n'y a pas vraiment d'autres championnats de monoplace en dehors de l'Eurocup 3. Écoutez, je pense qu'on se dirige gentiment vers cette fin de live. Si vous n'avez pas vraiment l'Africa, on en a parlé. Non, puisque en fait j'avais pas envie de faire un débrief de mi-saison de l'Africa, dans le sens où attends, bah, je vais même montrer le classement de l'Africa pour qu'on finisse sur ça. Mais non, j'ai pas parlé de l'Africa puisqu'il n'y a eu que 4 courses, il n'y a eu que 2 meetings de fait sur 10, et bah, c'est dur de mettre des... hop, est-ce qu'on voit? Bah non, faut mettre ça, sinon on voit pas. Donc voilà, c'est dur quand même de faire des conclusions. Voilà, il reste quand même 8 manches. Alors certes, on a un top 4 au championnat qui se détache avec Tramnitz, Antonelli, Avercourt et Martinus Stenshorn. Mais sinon voilà, j'ai du mal à déjà décider des conclusions pour Capieto, Mektounich, Bernier, Giusti, Amand, Tangavelou. Voilà, petite information, il y aura un Français supplémentaire lors du prochain week-end, normalement. Et en plus, ça serait avec une équipe française. Voilà. Voilà. Vous attendez pas à une dinguerie, hein, c'est un pilote qui a déjà fait de l'Africa, qui revient. Mais voilà. Mais oui, après, il y a des pilotes, voilà, Santiago Ramos qui est très intéressant aussi, face à Maceo Capito qui remporte pour l'instant, malheureusement, côté français, son duel face à Capito. Antonelli, voilà, qui a 3 deuxième places, qui est tout proche de sa première victoire, mais pour l'instant, il y a toujours quelqu'un pour l'en empêcher. Et même plus généralement, pour Prema, il y a toujours un souci. Il n'arrive toujours pas à gagner. Alors, Prema a 3 pilotes dans le top 6, mais il y a toujours très souvent une air race. Voilà, l'équipe, pour les en empêcher, l'équipe vendéenne fait un excellentissime début de saison. Voilà, exceptionnel. Vraiment, Team Tramnitz et Martinus Stenshorn avec Air-Race, c'est génial. C'est génial ce qu'ils font. Côté pilote français, j'aimerais bien que ça suive la dynamique de Air-Race. On a vu un premier podium pour Sami Mektounif à Barcelone. Est-ce que ça peut continuer? On sait que malheureusement le problème avec Sami, c'est qu'il est assez irrégulier, qu'il est capable du meilleur, comme, alors peut-être pas du pire, hein, puisque voilà, il fait pas non plus des grosses bêtises, mais voilà, on aimerait bien voir plus de podiums justement. Est-ce que Capieto peut continuer même à hausser un peu son niveau de performance? Victor Bernier,
Alessandro Giusti, j'aimerais bien qu'on les voit plus souvent dans les points, surtout Bernier, vu que c'est sa deuxième saison. Giusti, je lui en veux moins car il est rookie et dans l'équipe qui a fini dernière au championnat, c'est déjà énorme qu'il ait marqué des points. Marcus Amand, gros point d'interrogation, pas sur lui spécialement, mais sur Art Grand Prix malheureusement qui a un début de saison très compliqué. Là encore, je ne vais pas tirer de conclusion après juste 2 meetings, mais c'est vrai que pour l'instant, au championnat équipe, ART est 8ème, alors qu'ils ont toujours joué le titre avec Grégoire Saucy et Gabriel Mini et Victor Martins, même l'année d'avant quand ça s'appelait encore Formule Renault. Là, c'est vrai que ART c'est très compliqué. On n'est pas habitué à avoir ART 8ème, donc à voir si ça restera comme ça. C'est vrai qu'il manque peut-être d'un pilote leader dans cette équipe quand même, puisque Van Heupen, Amand et Wurtz, ça vend pas vraiment du rêve. Après, voilà, la saison est encore très longue pour la Freca, c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de conclusion vraiment à tirer, mais on voit pour l'instant, voilà, R-Ace en tête du championnat équipe, ils font un énorme taf. Je ne sais pas s'il y a des gens de R-Ace qui sont sur le live, mais en tout cas, bravo à vous. Voilà, pour Saint-Éloque, évidemment, c'est plus compliqué car ils ont des pilotes. Ils n'ont pas les pilotes les plus compétitifs, on va pas se le cacher. On espère que ça ira mieux avec des pilotes peut-être plus expérimentés qui pourront apporter quelque chose de plus. Car pour l'instant, c'est des pilotes rookies et voilà, qui n'ont pas montré beaucoup de choses, en F4. Donc voilà, on a parlé de la F2, on a parlé de la F3, Freca, Eurocup 3, on a même parlé de la GB3, de la F4 française. J'ai pas parlé des autres F4. Peut-être que ça viendra sur d'autres lives, mais écoutez, je pense qu'on se dirige tout gentiment vers la fin de ce live. Vous notez le bon timing quand même pour finir avant 20h, puisque souvent à 20h il y a Hydro qui lance son live. En plus, je crois que c'est Motorsport Manager. Bref, ça va être rigolo. Malheureusement, ce live, je pense, j'ai vu des gens partir à 19h, me quitter pour Julien Febvreau. Bon, c'est vrai que c'est une bonne raison de quitter mon live, mais quand même. Voilà. En tout cas, j'espère que ce live vous a plu. C'était un live assez sympa. Un live, le chat était très actif. C'était vraiment très plaisant. Et je ne vous donne pas de date pour le prochain live. Peut-être pendant le week-end sur une course d'Eurocup 3, on verra. Je pense pas avant. Mais voilà, écoutez, d'ici là, passez une excellente. Première fois que je regarde un tes lives, je regarde pas, t'es cool là-dessus, je repasserai volontiers. Ah, bah, c'est super gentil. Alors, j'ai pas parlé du karting Nitram, mais ça devrait venir dans les prochains week-ends, vu qu'il y aura une nouvelle manche du championnat d'Europe. On suivra ça, mais voilà. Écoutez, d'ici là, très bonne soirée à vous. Voilà, amusez-vous bien, bonne soirée. Et nous, on se dit à très bientôt sur Twitch, mais surtout sur Twitter. Et voilà, très bonne semaine à tous. Allez, salut!